Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Boré. Sandra Boré, je l'ai connue dans une de ses vies, c'est-à-dire sketchnoteuse de folie, mais elle est ici au titre d'experte en burn-out. Experte parce qu'elle vulgarise, elle promeut, elle explique, elle accompagne toutes les personnes concernées de près ou de loin par le burn-out. Et je vous invite vraiment à découvrir son site Effervescience, qui est une mine d'or pour toutes les personnes concernées par le burn-out. Tout de suite, place à Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode. Tu viens nous parler de burn-out. Oui, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Avec joie, puisque en voyant ton profil, ne serait-ce que ton titre, coach en stress défense, ça ne donne, ça génère plein de questions. Je sais que tu fais plein de choses, plein de choses. D'ailleurs, je t'ai connue plutôt en sketchnoteuse. Tout à fait. Et ce que j'ai aimé tout de suite, c'est ta devise. Ta devise qui est pédagogie pour épée et humour pour bouclier. Et j'imagine que ça s'applique au burn-out. Complètement. On ne peut éviter le burn-out que si on le connaît et si on le reconnaît. Donc on a besoin de pédagogie, et c'est un sujet grave, mais il peut être traité avec légèreté, et c'est ce que je m'évertue à faire depuis que je le fais pour le grand public, avec des petites images geeks et ludiques. Super. Alors, j'ai envie de commencer par une question toute simple. On entend malheureusement parler beaucoup de burn-out, mais j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est que le burn-out? Alors c'est clairement le bon début. Alors déjà, le burn-out, c'est un peu comme le stress, c'est un mot valise qui est pas Mm. forcément très clair. Par burn-out, on a tendance à dire que c'est, le moment où on s'épuise et on tombe, Mhm. l'épuisement. Mais en fait, c'est un processus. Le burn-out, c'est la conséquence d'un processus de stress chronique. Donc des stress, soit bas, mais sur la durée, soit assez haut et très répétés, qui fait qu'en fait, on va saturer. On va être dans un état de trop de stress. En fait, dans un stress normal, tu as une phase d'alarme, tu as un stress ponctuel, tu gères la situation stressante, Ouais, tu reviens à la normale. ouais. Mais quand le stress s'installe sur la durée et qui devient chronique, là on rentre dans une phase de résistance. Et qui dit résistance dit suradaptation, Mhm. pour essayer d'atteindre des attentes qui ne sont pas accessibles. On a des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources, mais on force quand même pour y arriver, et forcément en forçant, on s'épuise. Et en fait, juste avant le moment où on s'effondre, c'est le burn-in, c'est vraiment un pic de stress. On a le cortisol qui est l'hormone du stress qui est au maximum. Et puis à un moment, on n'a plus du tout de réserve de cortisol, on n'a plus d'énergie, et là on s'effondre d'un coup. Et c'est la phase qui s'appelle burn-out. Donc on parle aussi de décompensation. Mais en fait, tout le process s'appelle aussi process de burn-out. On parle de syndrome général d'adaptation. Et quand on est dans la suradaptation, donc on dépasse nos capacités d'adaptation, là on va décompenser. Et là, ce sera l'épuisement, le burn-out, où on va vraiment s'effondrer. Donc, quand on dit je fais un burn-out, c'est vraiment, on a zappé le processus qui nous a amené au moment d'effondrement. Alors si on veut être très rigoureux sur l'usage des Mhm. mots, on pourrait dire qu'on fait un burn-out avant d'avoir commencé. Notamment, je travaille avec une sophrologue qui, elle, essaye d'intervenir juste avant le burn-in, donc juste avant la phase haute. Mhm. Et elle intervient avant la décompensation. Et c'est toujours mieux de réussir à intervenir avant, parce que on récupère plus facilement si on ne va pas jusqu'à la décompensation totale. Donc on peut dire qu'on fait un burn-out quand on est en train d'y aller, et on peut le dire aussi quand on l'a fait. J'imagine que c'est beaucoup plus difficile à admettre avant. C'est ça, il y a un gros problème de déni qui est même caractéristique du burn-out. Je veux dire, la plupart des publis en parlent. Quand on fait des lectures sociologiques du burn-out, ça sort à chaque fois sur un premier épisode. Tu as un gros problème, c'est le déni. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je voulais qu'on parle un petit peu plus des... Moi, je les appelle les trop intenses, mais on peut les appeler les HPI, les atypiques. Pour en avoir accompagné certains, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont... Ils le disent, je suis sur le chemin du burn-out, je suis voie de Mm. gauche sur l'autoroute, à fond, j'ai plus de frein, je sais qu'il y a un mur au bout, mais je ne peux pas m'empêcher, j'y vais. Et ma question, c'est est-ce que en étant trop intense, HPI, on est plus sensible au burn-out?
Alors, c'est compliqué de répondre de façon vraiment rigoureuse parce qu'on n'a pas d'études. D'accord. C'est une vraie question qui se pose notamment pour les accompagnants de burn-out spécialisés dans les profils atypiques, Mmh. qu'on soit coach, psychologue, thérapeute. On voit, beaucoup de burn-out chez les profils atypiques, mais on n'a pas d'étude qui dit, objectivement, il y en Mmh. a plus. Par contre, il y a une composante qui rentre en compte, c'est le côté trop intense, donc effectivement, on va très vite, on va très loin, on va très Ouais. fort et on veut pas voir nos limites, au moins sur un premier, donc on a toutes les chances d'aller dans le mur. Et il y a aussi une composante qui est plus invisible, qui est parfois même totalement inconsciente, c'est la suradaptation. Cécile Bost, parlait de cop out, pour dire qu'on s'épuisait à se suradapter pour maintenir un faux self de normalité et donc Mmh. cacher le décalage et la différence. Et ça, c'est des profils un petit peu différents, c'est des profils où on va envisager, le HPI ou autre neuroatypie, de par le burn-out ou la succession de burn-out. Oui. C'est vrai que c'est aussi un moment où on identifie des personnes Oui. en étant HPI. Et c'est vrai que, c'est peut-être on est tellement ad habitués à se suradapter Mmh. qu'une suradaptation de plus, on peut le faire, non? Mais, il y a un problème sociétal et c'est pour ça que le burn-out n'est pas réservé, aux profils au potentiel et atypiques. C'est qu'en fait, c'est la normalisation des messages contraignants Mmh. de: «Sois fort, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir» et ça, on nous les biberonne dans l'éducation, on les renforce dans l'éducation et on les valorise dans le travail. Donc on est conditionné pour forcer à aller dans le mur Mmh. et c'est pour ça que, tout profil confondu, on est de plus en plus nombreux à se prendre ce fameux mur à parfois y retourner, parce qu'on est tellement conditionné par la société et même quand tu regardes la médecine allopathique classique, Ouais, tu es à terre, ils vont te donner de quoi récupérer pour te remettre en selle. À aucun moment, ouais. ils te font t'interroger sur les mécanismes et le schéma qui t'ont amené à t'épuiser. Ce qu'on fait dans la thérapie et dans le coaching, pour reprendre à un autre rythme, où on va pas se reprendre le mur. Mmh. Mais déjà parce qu'ils ont pas le temps, puis c'est de la psychoéducation, c'est pas de la médecine, ce serait bien qu'ils le fassent, mais ils ont pas le temps en consultation de le faire, mais on entretient ce schéma-là et tant qu'on l'entretiendra, bah, les gens vont les collectionner les burn-out et ça, c'est ce qu'on voit chez les profils, neuroatypiques. C'est qu'ils ont comme ils sont suradaptés, ils repartent très vite, Mmh. ils ont plein d'énergie, donc dès qu'ils ont un petit début d'énergie, ils refoncent, mais vont se reprendre le mur s'ils ont pas fait un travail sur leur environnement et leur écologie personnelle. Et tu as raison, en fait, la médecine traditionnelle va soigner la conséquence Oui. sans jamais s'interroger: qu'est-ce qui a amené au burn-out? Alors c'est pas qu'ils s'interrogent pas, c'est que la lecture est symptomatique dans la Ouais. médecine classique. En plus, le burn-out n'est pas reconnu. Alors on a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2017, ce qui est pas mal, ce qui est même avant, l'OMS, qui était en 2019, où vous expliquez que le burn-out était la conséquence d'un stress, que les anxiolytiques étaient plus adaptés que les antidépresseurs parce que ce n'était pas une dépression. Mais on est sur de la prise en charge du pic de stress. Oui. Déjà, il y a d'autres déséquilibres par ailleurs. Alors moi, avant, je travaillais pour un labo et on formait des médecins en médecine fonctionnelle, et systémique et qui faisaient notamment de la micronutrition et de la phytothérapie. Eux vont soigner le terrain, l'inflammation de bas grade qui est la conséquence du stress, en plus de l'anxiété, en plus des Mmh. troubles de sommeil, en plus des troubles digestifs. Donc on a vraiment une prise en charge qui est globale, pas forcément le temps de la pédagogie qui sera plus du domaine du coaching et de la thérapie, mais là on a vraiment une prise en charge qui va interroger, le pourquoi du burn-out et remettre sur de meilleurs rails pour pas qu'on y retourne. Mais il y a trop peu de médecins qui ont cette formation-là. Oui, tu en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut une approche holistique, en fait. Exactement. Mmh. Et il y a très peu de médecine préventive dans le cursus, de base de médecine, Oui. en fait. C'est des gens qui font des DU par ailleurs, de médecine fonctionnelle, de micronutrition, mais dans leur socle de base, Mmh. c'est pas intégré. En tout cas, pas à ma connaissance Mmh. à ce jour. Mmh. Alors, avant d'aller à la répétition, parce que tu disais que les profils atypiques sont, on va dire, plus disposés à en plus se remettre en selle et y retourner de la même manière Oui, parce que bon, presque on aime ça. c'est pas qu'on aime ça, c'est qu'on a cette énergie-là, ce Mmh. trop intense, qui fait que pour nous, c'est plus facile de remonter en selle et souvent alors pareil, il y a pas de chiffre officiel, mais de ce que je vois, dans mes clients et d'autres personnes qui accompagnent le burn-out des profils atypiques, les arrêts de travail sont souvent plus courts chez nous. Mmh. C'est des gens qui se font arrêter 2-3 mois et qui repartent bien en Mmh. tête. Mmh. Quelqu'un qui serait plus normopensant, va prendre plus de temps pour repartir et on est sur des arrêts de 6 à 8 mois et au niveau de la physiologie pour, récupérer de l'inflammation liée au stress chronique, on est sur 9 à 18 mois.
9 à pour 18 plus mois. ouais, pour plus avoir cette trace d'inflammation au niveau de l'organisme qui parfois peut conduire à d'autres, maladies que le burn-out. On peut avoir des maladies inflammatoires, on peut avoir des maladies auto-immunes, donc c'est des gens qui vont développer des troubles digestifs, de l'endométriose, de la fibromyalgie, des déséquilibres de la OK. thyroïde. Donc le burn-out n'est pas la seule conséquence du Mmh. stress Mmh. chronique. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont fait un burn-out, ils ont eu autre chose. Non, c'est parce qu'ils ont fait trop de stress qui est signalé par un burn-out ou plusieurs, qu'ils ont aussi d'autres pathologies liées au stress. Mais pas au burn-out, c'est le stress la cause. D'accord. Et c'est vrai que j'ai accompagné une cliente qui donc typiquement, elle te disait: «Je suis voix de gauche». Mmh. Arrêt pendant une semaine et elle te dit: «Mais je suis Mmh. quand même allée travailler». Ah bah ça, c'est un vrai problème aussi. Et ensuite, tu lui reparles après, elle te dit: «En fait, je suis encore en arrêt parce que physiquement, je ne peux pas me lever, mon corps le refuse». Donc elle dit: «C'est Mmh. quand même embêtant parce qu'il va falloir que je m'arrête». Alors je peux pas la critiquer parce que j'ai eu, la même lecture. Alors moi, je bosse sur le stress et le burn-out depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, Ouais, mais j'ai quand même fait 3 burn-out, quand je travaillais pour former des médecins et des naturaux. Et en fait, ma lecture à moi, c'était, «Non mais c'est pas drôle, j'ai un cerveau qui va super vite et mon corps il suit pas». c'est ça. Et j'étais fâchée contre le corps, j'étais fâchée contre les limites du Ton corps. Et véhicule puis ne av suit pas. oui, c'est ça. Je prends la métaphore qui est de Roland Jouvent, du professeur Jouvent, Ouais, où en fait, lui, il dit que le cerveau, c'est le cavalier et le corps, c'est le cheval. ouais. Et en fait, les atypiques, ils ont un cavalier qui a envie de foncer et potentiellement un cerveau qui est un vrai étalon, mais ils ont un corps, en général, normal, je veux dire, pas Mmh, plus adapté que les autres. mmh mh. Et en fait, il faut apprendre à écouter le corps, parce que quand on fait un burn-out, c'est le cheval qui tombe, mais si le cheval tombe, le cavalier tombe aussi. C'est ça. Donc déjà, faut faire la paix avec le cheval, parce qu'au début, effectivement, t'en veux au cheval en mode: «Mais pourquoi t'as pas suivi?» Mmh. Et puis après, faut que tu apprennes à l'écouter, faut que tu apprennes à doser ton rythme et effectivement, quand tout va bien et que tu es en pleine possession de ton énergie et de tes capacités, en tant que profil neuroatypique, tu peux galoper plus vite et plus loin. Mmh. Mais il faut quand même faire un travail de réajustement, de rapport au travail J'ai avant. besoin du scotch. Et c'est vrai que Leto? Non. J'ai besoin du scotch. Désolée. c'est le Ça, c'est l'entrepreneuriat quand on est maman. exactement et c'est le fait de le faire en vidéo, hop, Voilà. montage. Mais c'est freestyle, il faut accepter que tout n'est pas parfait. Ça, c'est aussi une leçon du burn-out. Mmh. Exactement. Et ce qui est alors là, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que cette croyance que, en gros, le corps n'est que le vaisseau, le moyen de transport de ton cerveau qui doit t'obéir, c'est une croyance que je alors personnellement, j'ai longtemps eue et que je rencontre aussi chez mes clients. Cette espèce il y a un moment, il faut réunir le tout et pour le burn-out, ça peut avoir des conséquences en plus quand il y a pas cette, reconnexion, cette écoute, peuvent être, Bah, compliquées. en fait, le burn-out, c'est la leçon pour nous, pour nos profils, que le cerveau a aussi un corps. Et soit on ne l'écoute pas parce qu'on se suradapte trop et on force trop, soit, et on peut cumuler les deux, Mmh, on ne l'écoute pas parce qu'on a peut-être une sensibilité trop élevée, qu'on oui. peut trouver aussi avec le haut potentiel. Et en fait, le corps se faisait tellement de bruit, ressentait tellement fort les émotions, était tellement sensible aussi au bruit, Mmh, aux sensations, à tous les stimuli, qu'on s'est dissocié de notre corps pour plus ouais. l'entendre crier. Et quand on cumule les deux, en fait, on a la combinaison parfaite pour finir dans le mur. Cocktail Parce qu'on peut Molotov. pas ouais, c'est ça. C'est limite le burn-out est une étape obligée, Mmh, hélas. mmh. Et d'ailleurs, ça a une super transition. Est-ce que tu aurais tu pourrais nous partager quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out? Ouais, alors là, il y a consensus sur 3 signes. D'accord. C'est, la fatigue, l'épuisement physique et psychologique. Donc pas que le corps qui fatigue, c'est aussi Et psychologiquement, on n'a plus l'énergie, la concentration, on n'arrive plus à concrètement, si cet épuisement, il va se manifester comment? bah, en fait, on est fatigué, on commence à avoir du mal à se lever le matin, on commence à voir la to-do list et se dire: «Je vais pas y arriver, j'ai pas assez d'énergie». On sent qu'au niveau énergie, ça suit plus comme avant. D'accord. Et même mentalement, il peut y avoir des erreurs de concentration, de mémorisation, des difficultés à prendre des décisions qui sont des conséquences directes du trop de cortisol au niveau du cerveau. Donc c'est ça en fait, on va plus avoir le cerveau aussi efficace, on va avoir le corps qui commence à dire: «Je suis fatigué». Après on a la perte du sentiment d'accomplissement.
où en fait on va avoir une forme de perte de sens par rapport à ce qu'on fait. On va se dire: «Mais pourquoi tout ça et pourquoi j'en fais autant?» commence à se remettre un petit peu en question. Mais c'est pas pour autant qu'on va forcément accepter, l'éventualité du burn-out. Et le troisième, alors les scientifiques et les psychiatres sont pas d'accord sur le terme, soit ils disent dépersonnalisation, soit ils disent déshumanisation. Mmh. Donc moi j'ai proposé zombification. C'est en fait une forme de cynisme, et d'agressivité, d'irritabilité par rapport à la personne en face. Et en fait, c'est par rapport au niveau de stress. On est tellement stressé qu'on ne peut plus être en lien avec les gens et soit on va être agressif, ça c'est le trop de sympathique, soit on va être tellement en retrait qu'en fait on sera totalement cynique et il y aura plus d'émotion dans nos interactions et ça, c'est le trou de dorsal et c'est ce qu'on voyait, c'est comme ça que ça a été décrit, sur les premiers burn-out, c'est chez les médecins qui vont annoncer des diagnostics avec, des pronostics de vie engagés et qui vont le faire avec une froideur la plus absolue et en fait, c'est juste une traduction de leur trop de stress à eux. C'est pas qu'ils sont pas empathiques, Ouais. c'est qu'ils sont nazes, en fait, ils sont plus là, dans la relation. Mmh. Mmh. Donc zombification, ne plus avoir le sentiment d'accomplissement et Oui cette et fatigue les extrême physique et mentale. oui, OK. oui. Est-ce que par expérience, sans que ça fasse consensus, qu'est-ce que tu remarques aussi toi chez les profils atypiques comme style de Alors, coureur? pour le coup, nous, on a une composante qui est pas pris dans ces 3 signes-là, mais qui en plus, c'est la composante suradaptation et en fait, il y a un ras-le-bol social. On sent qu'on fait trop d'efforts pour rentrer dans le moule, pour faire comme les autres et on sent qu'il y a un décalage et on va saturer de ce décalage. Après, il y a aussi, le cheval qui va trop vite. Un signe caractéristique, c'est que tu tombes malade, le week-end ou au début des vacances. Ouais. Parce qu'enfin le cheval ralentit, il attendait que ça et là, il va te coller tous les virus et tous les microbes qui peuvent C'est vrai. circuler en mode: «Coucou, je voudrais que tu t'arrêtes» et ça, sur nos profils qui vont très loin et très vite, c'est un signe qui revient très souvent. Mais oui, enfin c'est drôle parce que maintenant que tu le dis, il y a des gens effectivement qui te disent: «Je comprends pas, je suis toujours Mmh, malade le week-end et je suis toujours mais c'est malade ça. en vacances». Parce que le corps essaye de dire: «C'est bien le week-end, j'attendais que ça, il me faudrait plus que 2 jours» Exact. et mais il est très inventif. Après, tu as aussi mais des enfin, ça semble caricatural, mais on le voit vraiment. C'est des gens qui vont se blesser, qui vont se bêtement se faire une entorse ou une fracture ou qui vont avoir un accident de voiture parce qu'en fait, enfin, tout concourt à leur dire: «Faut que tu Mmh. t'arrêtes», mais le cerveau veut pas l'entendre et le corps est plein d'imagination Ouais. et j'aime bien dire que, le burn-out, au moins on s'en remet. Mais il y en a qui vont, somatiser avec des cancers, avec un arrêt cardiaque, enfin des choses beaucoup plus dramatiques. Ouais. Donc on a tout intérêt à écouter le cheval quand il est pas content. C'est ça et c'est vrai que le corps est très inventif. Je trouve aussi c'est la Mmh. même chose pour les émotions. Quand tu veux pas les Oui, écouter, il trouvera c'est ça. toujours le moyen de te faire écouter. Mmh. En allant jusqu'à certains actes manqués, comme Oui, tu disais, une entorse, un accident de voiture, une chose, qui paraît mon anodine. dernier burn-out, j'ai une fracture de fatigue quand même. Est-ce que là, tu comprends? Hein, tu as compris? Oui, là, je me suis dit: «Il faut quand même que je m'arrête». Mais le pire, c'est que le troisième, je voyais que je l'avais, j'avais 4 postes, mais j'avais pas la vision coaching, de l'autorisation à dire non, les limites, l'estime de soi, le respect et en fait, j'ai fait un petit PowerPoint pour expliquer pourquoi je pouvais pas tenir les 4 postes, mais je suis pas parti. Ce que j'aurais dû faire, parce que je l'ai juste pas envisagé, j'avais pas conscience que j'avais le droit de juste partir. Ça paraît dingue quand on le dit à voix haute, j'imagine, non? Ou après? C'est fou. Bah, ouais, mais on nous l'enseigne pas. Enfin, Ah je sais non, que non. quand j'ai fait ma formation de coaching, quand on a fait l'estime de soi, j'ai passé la journée à prendre des notes avec les larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient en mode: «Ah non, on m'a jamais dit ça, que j'avais le droit de dire non et que ma santé était plus importante que mon travail». Parce qu'on est conditionné à se surinvestir. Donc oui, c'est tout un pan d'éducation qui manque, mais à la société en général. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, on a parlé vraiment explication du burn-out, les symptômes, le côté un petit peu particulier des profils trop intenses. Mmh. Si on remonte et qu'on est avant cet effondrement, est-ce que tu as une clé très, très pratique, très concrète pour aider quelqu'un à prévenir un burn-out? Alors moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est le jeu et en fait, c'est le jeu, J-E et je mets le U entre parenthèses OK. et en fait, la prévention, ça passe par le jeu. Le jeu, J-E, c'est soi et ses besoins. Savoir écouter son besoin de repos, savoir écouter son besoin de ressourcement, avoir des moments où on n'est pas dans l'action.
Et le jeu JEU, c'est agir, mais pour faire des choses qui nous font plaisir, qui nous motivent, qui nous donnent l'impression de contribuer. Parce que si on se repose pas du tout et qu'en plus on fait un bullshit job qui fait pas sens, qui demande un surinvestissement en temps et en écologie avec beaucoup de déplacements, etc. Et si on n'a pas et le repos et l'amusement, le plaisir dans ce qu'on fait, forcément on risque de s'épuiser. Donc ça induit quand même une connaissance de ses besoins. Oui. Ça fait partie aussi des apprentissages. Quand tu commences à prendre conscience de ton corps et du fait qu'il ne suive pas, bah faut que tu te penches sur les besoins en fait. Ouais. Et il faut que tu apprennes à décoder les émotions qui sont les messagers des besoins. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Exactement. Et à les prendre pour des messagers. C'est-à-dire C'est que ça. souvent, on se dit « Ah, il arrive », mais en plus, c'est la vérité. Oui. Donc, Non, mais c'est enfin, l'émotion, c'est ex movere, c'est pour se mettre en action. exactement. Si on est en colère, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas respecté. Si on est triste, c'est parce que bah, y a quelque chose qui fait qu'on se suradapte et qu'on fait quelque chose qui ne nous convient pas. Et à chaque fois, quand ils sont là, que ce soit colère, que ce soit tristesse, ou si vous allez voir Vice Versa 2, allez voir Anxiété, elle est marrante. Anxiété, ça explique le surinvestissement, c'est très bien fait. Et ça explique pourquoi on fonce en fait, alors qu'on devrait s'écouter et réajuster avant, idéalement, et on apprend à le faire après le burn-out, un peu par obligation. Mais j'aimerais bien que les gens sachent le faire avant. Donc la clé, connaître ses besoins, Ouais. et J-E-U, J-E-U, ouais. qui est faire des choses qui nous font plaisir, qui vraiment nous Oui. remplissent en énergie, Exactement. pour compenser cette espèce de perte d'énergie que nous demande cette suradaptation, ou dans ce travail dans lequel il n'y a pas de limite, et en plus dans laquelle on a des attentes pas réalistes. C'est ça? Alors quand on fait tout le travail de fond, on travaille sur l'estime, on travaille sur les limites, on travaille sur les besoins, on travaille sur le surinvestissement, donc on va doser ces fameux messages contraignants, et tout ça on doit le travailler en fait quand on a fait le burn-out. Mais déjà, écouter les besoins et prendre conscience qu'on a besoin de se faire plaisir, donc prendre conscience qu'on fait des choses qui sont fun et ressourçantes, et qu'on ait le minimum d'actions possibles qui soient vampirisantes. Et il y a des trucs qui sont chiants à faire, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Parce que si on n'est que dans le vampirisant, on n'est que dans la suradaptation forcée. Tout à fait. Merci Sandra de nous avoir Avec expliqué, de nous avoir donné des clés. Est-ce que tu as des ressources à partager pour les personnes qui aimeraient aller un peu plus loin? Oui, alors déjà, j'ai un kit gratuit sur mon site internet, vous pouvez le télécharger sur la page d'accueil. C'est Burnout, les règles du jeu. Ça explique ce que j'ai dit là dans l'essentiel, c'est quoi le burnout, comment on le reconnaît, qu'est-ce qu'on fait quand il est là. Et sinon, pour aller plus loin, alors j'ai pris quelques livres. J'ai parlé de Cécile Bost avec le Cop-Out, donc je vous ai pris Surdouer, s'intégrer et s'épanouir dans le monde du travail. Effectivement. Il est très bien. Plus récent, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai que diagonalisé, mais j'aime beaucoup les auteurs, c'est Élodie Crépel et Fabrice Michaud, qui donnent des clés pour s'adapter dans ce monde pas forcément pensé pour nos profils. Alors ça tombe bien que tu le recommandes, parce que je l'ai vu passer, j'aime beaucoup les deux auteurs. Là, tu me redonnes en plus l'idée de l'acheter. J'ai feuilleté, j'ai vu quelques passages clés, franchement, c'est pratique et c'est rigolo. Il y a des petits jeux de mots, des machins, des références. Et puis forcément, je vais vous placer le mien, mais pour prendre conscience du stress, de la suradaptation, décoder les émotions, travailler l'estime et la suradaptation. Donc j'ai fait un livre qui s'appelle Le pouvoir du jeu, qui explique le stress et le burn-out et qui l'actualise avec ce qu'on appelle la théorie polyvagale, mais là c'est une autre histoire, qui permet de prendre conscience de sa suradaptation notamment et qui aide aussi à décoder ses besoins. Super. Merci beaucoup Sandra. Je mettrai de toute façon tous les liens des ressources que tu viens de partager sous l'épisode, mais également tous les liens, ton site, tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent te contacter et parler burn-out et suradaptation. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Sandra. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Et si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête et qui serait intéressant d'interviewer à la lumière de l'intensité, n'hésitez pas à me le recommander, ça sera avec plaisir. À très bientôt.